Chers amis amoureux de la vie et de la France, je m'appelle Emmanuel Berthelin. Je suis le délégué départemental de VIA, dans l'Yonne, VIA, La Voix du Peuple, le parti de Jean-Frédéric Poisson. J'habite Héry, donc une commune limitrophe de Rouvray. Je suis marié, j'ai 6 enfants et je travaille à mon compte dans la réalisation des permis de construire pour les particuliers et les artisans. Alors j'ai décidé, avec Dimitri Rodor, ici présent, de mettre en place ces 2 conférences ce week-end. Et voilà, nous espérons d'organiser d'autres prochainement, parce que notre société a plus que besoin de réflexion et même d'introspection sur la manière de vivre ensemble. Il nous est nécessaire de chercher à mieux agir, me semble-t-il, en particulier dans le domaine de la protection des enfants. Comment? Peut-être d'abord en observant la vérité, même si elle est difficile, s'il est difficile de la regarder en face. Et en premier lieu, je tiens à remercier Marion Sigaud, notre intervenante de qualité. Je laisserai Dimitri dire quelques mots pour la présenter, mais je voudrais également remercier Monsieur le maire, Monsieur Berthollet, Charles, qui est toujours présent lorsque nous avons besoin d'une salle et lorsqu'on fait appel à lui de manière générale. Donc merci beaucoup, Monsieur le maire. Commençons par, je voudrais commencer par dire 2 mots sur la commune de Rouvray, dont nous sommes les hôtes ce soir. Son histoire remonte au Moyen-Âge. L'évêque d'Auxerre, Héribert, donne l'église de Rouvray et plusieurs autres à l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre. Le pape Eugène III confirme ces donations en 1152. C'est important de la retenir, mais vous connaissez déjà tout ça, monsieur le maire. Oui, c'était clair. L'église actuelle, je fais exprès de parler d'église, l'église actuelle date du XVIe siècle et est agrandie au XVIIIe siècle. Pourquoi je parle de l'église? Parce que M. Berthollet la rénove quasiment tout seul, à l'intérieur en particulier, et il fait plein de gros travaux, y compris concernant les autels sur le côté, les statues. Il a trouvé une dame qui les repeint et tout. Enfin bon, c'est très chouette ce qu'il fait. Cette histoire de la commune nous renvoie à notre identité française, civilisatrice, qui a su, depuis le baptême de Clovis à Reims, unir les Français autour de leur patrie dans le beau, le vrai et le bien. L'objet de la conférence de ce soir est la sexualisation des enfants dans notre société. Un thème ô combien difficile, une réalité qui me met mal à l'aise, mais qu'il nous faut aborder pour éviter de ressembler à des autruches. Et je vais donc maintenant laisser Dimitri Rodor vous présenter Marion Sigaud. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir Marion Sigaud. Encore merci Madame Sigaud d'être présente ici. Marion Sigaud se définit comme, je cite, une femme française, catholique et patriote, férue d'histoire et de chansons. Historienne, spécialiste du XVIIIe siècle, elle nous plonge avec passion, sans concession, dans les grandes affaires de cette période, les grandes affaires criminelles. Je veux dire l'affaire Calas notamment et l'affaire Damien, donc la tentative d'assassinat de Damien sur Louis XV. Dans son travail précis et rigoureux, elle ne manque pas d'égratigner, si on peut dire, Voltaire et le mouvement dit des Lumières qu'elle met face à ces contradictions. Et puis également, à travers ses ouvrages, à travers ses conférences, on peut remarquer que Madame Sigaud se plonge aussi dans la pédocriminalité et la pédophilie, qu'elle dit d'ailleurs, si je ne m'abuse, avoir rencontré lorsqu'elle est arrivée sur notre beau territoire. En tout cas, elle a davantage entendu parler de ce fléau. Voilà, Marion Sigaud est une historienne sous-cotée, clairement. Les médias de grand chemin, si je puis dire, très bien dit, n'en veulent pas. Mais nous sommes heureux de l'avoir parmi nous, et ça c'est bien l'essentiel, parce que nous considérons qu'elle a de la valeur,
qu'elle dit la vérité et qu'elle présente un travail tout à fait sérieux et honnête. Donc je peux vous présenter maintenant 3 livres, notamment qu'elle a écrits. Un livre tout d'abord sur Voltaire, une imposture au service des puissants, édité en 2015 chez Contre-Culture. Également La Marche Rouge, les enfants perdus de l'hôpital général, édité en 2016 également chez Contre-Culture. À travers ces pages, elle décrit notamment la découverte d'un réseau pédophile, d'un réseau de trafic d'enfants à l'époque, au XVIIIe siècle, sous Louis XV, il me semble, au sein de l'hôpital général. Le roi a voulu intervenir, il n'a pu intervenir comme il l'aurait souhaité, et voilà, donc c'est une histoire passionnante. Et le 3e livre, les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille. Voilà, très bon livre également, donc édité en 2017 chez Sigest. Et Marion Sigaud, dernièrement, nous fait le bonheur d'avoir réalisé un CD. Marion Sigaud chante la France. Voilà, nos traditions, notre patrimoine, cette France éternelle qui produit de si beaux chants, de si belles chansons depuis toujours. Et j'espère que nous pourrons chanter ensemble après cette conférence. Ah, mais volontiers. Et puis, voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Emmanuel, je crois. Non, à Marion. Ah oui, à Marion, c'est à mon tour. qui va parler. Voilà. Bonne conférence à tous, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Oui, c'est bon? Non, voilà. Merci pour cette présentation. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien dire, et vous l'avez dit, hein, je me définis comme femme française, catholique et patriote. Parce que complotiste, extrême droite, c'est... Non. Femme, c'est incontestable. Il n'y a jamais eu de... Française, catholique, j'espère que ça dérange personne, et patriote. Et tout le reste ne m'intéresse pas. Tout le reste, c'est de l'agression et du mensonge. Alors laissez tomber. Femme, française, patriote, catholique. Dans le sens que vous voulez. Je veux bien catholique, française, enfin, mais dans n'importe quel sens, mais ces 4 éléments-là. Et tout le reste, ce sont des agressions. Et si vous allez regarder sur ma fiche Wikipédia, vous verrez extrême droite, mais effroyable, complotiste. Ces gens-là n'ont que du mal à dire des gens. Les rédacteurs de Wikipédia sont là pour détruire. D'abord, nuire, primum nocere. Ces gens-là sont là pour nuire. Donc, si vous voulez savoir qui je suis, c'est moi qui dis. Et monsieur a très bien relayé. Je viens aujourd'hui vous parler des enfants et du sexe à l'école. C'est un sujet, je vous préviens, qui est douloureux. Je ne peux pas faire une conférence sur le sujet sans, au bout d'un moment, avoir des grelots dans la voix, des palpitations. Vous allez voir, c'est à peu près inévitable. Si je réussis à surmonter mon émotion, ce sera tant mieux. Mais je peux pas vous donner une garantie qu'à un moment donné, je ne vais pas avoir des palpitations probablement visibles. Alors, je viens vous dire, je ne peux pas vous raconter je peux pas vous raconter la totalité, mais j'ai relevé que le 30 septembre 2021, c'était il n'y a pas longtemps, hein, ça fait une petite année plus quelques mois, un certain ministre Blanquer, ça vous dit quelque chose, ministre de l'Éducation nationale, a publié au journal officiel une circulaire qui a fait l'effet d'une bombe. En avez-vous entendu parler? La circulaire Blanquer. Elle dicte l'obligation de reconnaissance, d'attention particulière et d'accompagnement individualisé par les professeurs et par l'école des enfants qui s'autodésignent transgenres. Transgenres. Ce texte reconnaît donc le principe d'autoproclamation du genre ressenti tel qu'il est revendiqué par les défenseurs d'une identité transgenre. Le ministère reconnaît comme valide la proclamation d'un enfant qui se sent fille s'il est un garçon et qui se sent garçon s'il est une fille. C'est ça le transgenrisme. Alors, on va dire les choses une bonne fois pour toutes. On ne change pas de sexe. Jamais, jamais, jamais. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. On a le sexe de ses chromosomes. Aucune opération de transgenrisme n'a jamais changé les chromosomes de personne. Tout le reste est manipulation diabolique.
et le ministère de l'Éducation se fait le relais de ces diableries. Voilà où on en est. Alors, que demande la circulaire? Il demande que des situations d'apprentissage sur l'identité transgenre soient mises en place dès la maternelle. Que les enseignants reconnaissent et appliquent l'identité de genre ressentie par l'élève en adoptant son nouveau prénom notamment. Le petit garçon s'appelle Luc, il dit « va t'appeler Lucie ». Et on demande aux enseignants de valider que le petit Luc va désormais s'appeler Lucie, ou dans l'autre sens. Il ajoute, pardon? Il va aux toilettes des filles. Bon, ça on viendra, on y arrivera après. Mais bien sûr qu'il va aller aux toilettes des filles. Mais évidemment. Bon. Et alors, il ajoute, tenez-vous bien, le tout avec l'accord des parents. Ah, ben nous voilà rassurés. Hein? On va faire tout ça avec l'accord des parents. Car, il dit, en tout état de cause, l'établissement, bien que soucieux de l'accompagnement de l'élève, ne peut opérer un tel aménagement sans l'accord des représentants légaux. Ouf. L'exercice de l'autorité parentale, qui recouvre un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, ne saurait être remis en cause. Ah, nous voilà rassurés. Bah, attendez la suite. L'article 371.1 du Code civil du 12 juillet 2019 écrit « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. » Jusqu'à présent, tout va bien. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Ça commence à me sembler un petit peu flou. Qu'est-ce que c'est que cette notion du respect dû à sa personne? C'est superfétatoire, enfin bon. L'autorité parentale, et vous allez voir que c'est là que ça va se corser, s'exerce sans violence physique ni psychologique. C'est quoi ça? La violence physique, vous avez compris, c'est une loi qui a interdit la fessée, qui est considérée comme une violence physique, et une gifle, c'est pareil. Et la violence psychologique, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça commence quand vous dites non à votre gosse. Ça, c'est une violence psychologique. C'est-à-dire que l'autorité parentale s'exerce sans que vous ne puissiez vous opposer à votre gosse. Allez-y, exercez-la. Racontez-moi comment vous faites. Il est dit, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Quel âge au fait? En plus, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent. Ça veut dire quoi, associer l'enfant? Et si l'enfant dit non? Ah, ben on va reculer alors. C'est ça que ça veut dire? Ainsi, disent-ils, si les parents de l'élève mineur s'opposent à l'utilisation d'un prénom d'usage demandé par leur enfant dans le cadre scolaire, il conviendra alors, dans l'intérêt de l'élève et à son initiative, d'instaurer un dialogue avec sa famille. Un dialogue ou un flicage? On aimerait quand même que ce soit précisé. Ça va être quoi le dialogue avec la famille? Madame, le petit vient de nous dire que vous refusez de l'appeler Luc alors que... Attendez, vous voulez persister à dire que c'est une fille alors que lui se sent... C'est quoi là? On va débarquer chez les parents? C'est quoi instaurer un dialogue avec des parents qui s'opposent à un transgenrisme? En fait, depuis l'interdiction de la fessée, de quel dialogue parle-t-on? L'interdiction de la fessée, c'est une ingérence inadmissible dans les familles. On ne peut pas interdire la fessée sans faire entrer un flic dans chaque foyer. C'est impossible. Sinon, ça n'a pas de sens. Si c'est juste une préconisation, ben, ils n'ont qu'à donner aux parents des conseils en termes d'éducation. C'est pas la peine de faire une loi pour interdire. Donc une loi qui interdit doit se donner les moyens de faire valoir l'interdiction, c'est-à-dire le flicage. Et dites-vous bien que dès que vous dites non à un enfant, c'est une violence psychologique. Ben oui, puisque vous opposez à lui. La preuve, écoutez la suite. Dans le cas où le mineur apparaît en situation de danger dans son environnement familial ou de vie,
Il peut être décidé de rédiger et transmettre une information préoccupante à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes, le CRIP, ou de faire un signalement judiciaire auprès du parquet des mineurs. Et là, on parle de transgenrisme, d'accord? C'est-à-dire qu'on va faire une information, un transfert d'informations préoccupantes, parce que les parents vont s'opposer à un caprice de gosse qui veut changer de genre. Mais attendez, c'est n'importe quoi. Et cette rédaction d'informations préoccupantes, c'est la procédure mise en application depuis des années pour retirer les enfants à leurs parents et à les confier à des familles d'accueil. C'est comme ça que ça se passe. C'est le drame de milliers de familles victimes de placements abusifs. Des milliers de parents sont victimes de placements abusifs. Et ça passe par des signalements auprès des CRIP. Et une fois que vous êtes dans la boucle, vous n'arrivez plus à vous en sortir. C'est un drame à l'échelle nationale, c'est une horreur. Et avec cette circulaire Blanquer, on a trouvé des nouveaux arguments pour briser les familles. Maintenant, on a changé de ministre, on en a un nouveau qui s'appelle Pape Ndiaye. Il a été nommé à l'éducation nationale par Macron le 20 mai 2022 à la suite de Blanquer. Et vous savez ce qu'il dit, lui? Alors, il ne parle pas de transgenrisme, il dit il faut parler d'éducation à la sexualité à l'école. Attendez, c'est quoi l'éducation à la sexualité? On ne parle pas d'éducation sexuelle, on parle d'éducation à la sexualité. Il dit la loi de 2001 nous enjoint de façon très claire de parler d'éducation à la sexualité dans le premier et dans le second degré. Or, un rapport de l'inspection générale montre qu'il y a de grandes variations selon les écoles, selon les classes et selon les territoires. Eh bien, mes recherches me mènent exactement aux mêmes conclusions. Depuis 2001, on bassine tout le monde qu'il faut absolument des cours d'éducation à la sexualité à l'école et ils n'arrivent pas à la faire appliquer. À votre avis, pourquoi? Parce que le peuple résiste, l'air de rien. Et que quand on est obligé de répéter 25 fois la même chose, c'est que les 24 fois précédentes, ça n'avait pas marché. Et ils y reviennent systématiquement. En fait, c'est de la résistance du bon sens contre la folie. Parce que l'éducation à la sexualité n'a rien à faire à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, éducation à la sexualité, c'est l'éducation aux pratiques sexuelles. C'est ça que ça veut dire? Mais bien sûr. Ça passe par la masturbation, la sodomie, toutes les positions, tout y passe. J'y viens. Nous devons donc améliorer cette situation, dit-il, pour des objectifs de santé publique. Est-ce que vous voyez le rapport entre l'éducation à la sexualité et la santé? Alors, je vais vous expliquer. La santé sexuelle, vous savez pas ce que c'est la santé sexuelle? C'est la capacité de jouir. Mais c'est l'OMS qui s'en charge, l'Organisation mondiale de la santé. C'est une référence incontournable, comme tout le monde l'a compris. Hein. Vous avez compris que l'OMS, on ne peut pas s'en passer. Hein. On a vu récemment. Eh bien, il s'occupe également de santé sexuelle. Donc, pour assurer la santé sexuelle des gosses, on va leur faire de l'éducation à la sexualité. Le deuxième objectif, c'est pas qu'un objectif de santé publique, il faut faire reculer les grossesses précoces. Ah bah oui, plus on va parler de sexe aux gosses, et moins il va y avoir de grossesses précoces. Ah bah si, parce qu'on va leur expliquer comment faire. Et si on préconisait que les jeunes jouaient à des jeux de leur âge, il n'y aurait pas de grossesse précoce. Enfin, de mon temps, il n'y avait pas de grossesse précoce à l'école. Je suis désolé, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Hein? Bon. Et pour ce qui concerne la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, voir ci-dessus, si les mômes jouent à des jeux de leur âge, ils n'auront pas de maladies sexuellement transmissibles, ni de grossesse précoce. Attendez, il faut arrêter avec ça. Il explique, ces objectifs plus généraux sont liés aux discriminations et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Ah, grâce à l'éducation à la sexualité, on va lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Alors attendez, les violences sexuelles et sexistes, c'est pas bien. Et les autres violences, ça va? Bah oui. Faut pas de violences sexuelles et sexistes, mais les autres violences, ça va. Et il faut lutter contre les LGBT-phobies. Alors attendez, c'est quoi ça? Et la francophobie, la paysanophobie, vous avez entendu parler de ça? Moi, je me souviens, quand on voulait raconter, dans un certain milieu, quand on voulait raconter des blagues où on prenait un imbécile, on disait un paysan. C'est de la paysanophobie, non? On va pas lutter contre ça à l'école aussi? Et si on disait simplement qu'on n'a pas le droit d'insulter personne, tout simplement, et que ça passe par une bonne éducation? Pourquoi mettre des cases? Et alors, bon, alors ça, la lutte contre la LGBT-phobie, laissez tomber, c'est la promotion de l'homosexualité, point. Je vais y revenir.
Et il dit qu'il faut également une éducation à la sexualité à l'école pour lutter pour une meilleure égalité entre les garçons et les filles. Est-ce que vous pourriez me donner une raison pour laquelle les filles seraient égales aux garçons et les garçons égaux aux filles? Je n'ai jamais vu l'intérêt de l'égalité. Jamais. Moi, il y a une égalité que je reconnais, c'est l'égalité devant Dieu. Ça, c'est l'égalité. Et en dehors de ça, je ne suis l'égal de personne et je ne réclame que personne ne soit mon égal. Et je n'ai envie d'être l'égal de personne. C'est les Nations Unies qui sont à la pointe de cette sexualisation des enfants. L'UNESCO, en mai 2010, a publié, tenez-vous bien, les principes directeurs sur l'éducation sexuelle destinés à tous les professionnels de l'enseignement. C'est l'UNESCO, d'accord? L'UNESCO, c'est l'ONU, on est bien d'accord. Ils écrivent, et je vous renvoie, j'ai toutes les références dans ce petit bouquin, ils expliquent qu'il faudra inculquer aux enfants entre 5 et 8 ans, ouvrez les guillemets, l'individu a le droit de prendre ses propres décisions. Alors, on ne voit pas le rapport avec l'éducation sexuelle. Si vous ne voyez pas le rapport, eux, ils l'ont vu, donc faites-le. Mais ça veut dire quoi? L'individu a le droit de prendre ses propres décisions à des gosses de 5 ans. Et l'autorité des parents, elle est où, là? Les parents et les autres membres de la famille guident et orientent leurs enfants dans leurs décisions. Ah, les parents, ils guident. Si le gosse n'est pas d'accord, ben le parent a guidé, et puis le gosse, il fera ce qu'il veut. Les parents ne sont pas des guides, à ma connaissance. Donc, on a relégué les parents dans le rôle de vague conseiller occasionnel. Et puis payeur, en passage, parce que quand il s'agit de payer, c'est les parents qui font, on est bien d'accord. Ils disent, des adultes de confiance peuvent être des sources d'aide et de soutien. Des quoi? Des adultes de confiance, mais confiance de qui? Confiance de quoi? Et quelle garantie a-t-on qu'un adulte de confiance ne sera pas justement un suborneur? C'est l'enfant qui va choisir qui va être l'adulte de confiance? C'est quoi cette histoire? C'est l'UNESCO. Hein. Et alors, ils disent qu'il faut définir auprès des petits ce qu'est un abus sexuel. Ça, c'est important. On va expliquer à un gosse de 5 ans ce que c'est qu'un abus sexuel. Je vais vous expliquer, moi, parce qu'apparemment, vous ne savez certainement pas. Il existe des pratiques positives et des pratiques néfastes qui ont une incidence sur la santé et le bien-être dans la société. Ça commence mal. Des attouchements incorrects et des relations sexuelles non désirées et imposées sont des formes d'abus sexuels. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il y a des attouchements corrects et des relations sexuelles désirées qui sont non imposées. C'est ça que ça veut dire. Je vous le relis ou c'est pas la peine? Vous avez compris? C'est moins de 8 ans, là. 5 ans. De 5 ans à 8 ans. Toute personne, sans considération, alors je vous lis les trucs de l'UNESCO, toute personne, sans considération de son état de santé, de sa religion, de son origine, de sa race, de sa situation matrimoniale, peut élever un enfant et lui donner l'amour auquel il a droit. Comment ça peut élever un enfant? Le sien ou celui d'un autre? C'est quoi ce droit-là? Toute personne peut élever un enfant, c'est une ouverture au droit à l'adoption. Et si vous ouvrez un droit à l'adoption, vous ouvrez un droit sur les enfants des autres. C'est clair et net. Et c'est immédiatement spécifié par « il existe des personnes qui ne sont pas capables de s'occuper d'un enfant ». Alors tout le monde a le droit, mais il y en a qui ne sont pas capables. En général, c'est la mère, hein. Cherchez pas. Ou le père. Parce que les autres, eux, ils sont capables. Alors, pour information, en Angleterre, on arrache les enfants pauvres des bras de leur mère à titre préventif au nom de la Charte des droits de l'enfant, le Children Act de 1989. Un enfant qui va naître dans une famille trop pauvre ne pourra pas faire valoir ses droits, donc vous avez des services sociaux qui assistent à l'accouchement et arrachent le gosse. Vous avez donc des bateaux de jeunes Anglaises qui viennent accoucher, avec le ballon qui vient accoucher en France, sauf que maintenant en France, on enlève également les enfants. Laurence Rossignol a décrété, elle a dit publiquement en avril 2013, elle n'a rien décrété, elle a dit « les enfants n'appartiennent pas à leurs parents ». Alors, moi je vais spécifier, personne n'appartient à personne. Premièrement, donc les enfants n'appartiennent à personne, mais l'autorité appartient aux parents. L'arrachage des enfants à leur famille par l'ASE devient un phénomène de société et des milliers de parents éplorés se battent contre les placements abusifs. Et là, la vague est en train de monter. Laissez-moi vous dire que la vague est en train de monter. Il y a plus, tenez-vous bien, de 300 000 enfants placés en France.
Combien pour maltraitance et combien pour faire vivre un système? En Suède, on enlève des enfants à des parents qui les ont menacés de fesser, et en France aussi désormais. Les droits de l'enfant, c'est la fin de la protection de l'enfant au nom de la protection de l'enfant. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, standard pour l'éducation sexuelle en Europe, Cologne 2010, au titre de la santé sexuelle. D'accord? Préalable. La psychologie, plus spécialement la psychologie du développement, montre que les enfants naissent sexués. Ben évidemment. Mais attendez, ils naissent sexués, c'est même mieux que ça. C'est au moment de la conception, le sexe est déterminé. Moyennant quoi l'éducation sexuelle commence dès la naissance. Attendez. Sexué ou sexuel? Ah, il y a eu un lapsus là. C'est les enfants naissent sexuels. Et il y a eu des gens pour dire, et il y en a plein qui répètent, les enfants sont sexuels dès la naissance. Donc l'éducation sexuelle commence dès la naissance. Je vous cite l'OMS là, hein, pas n'importe qui. Alors, on va commencer l'éducation sexuelle dès la naissance. En quelle langue? Avec les mains ou avec autre chose? Excusez-moi, là, je commence à avoir le palpitant qui démarre, là. En fait, ils disent que l'éducation sexuelle doit être basée sur des informations précises et scientifiquement étayées. C'est-à-dire que l'éducation sexuelle doit relever de la science. Or, je vais me permettre de vous dire, et je suis sûr que personne ne va me contredire, ou alors il faudra des arguments, la sexologie, c'est pas une science. Les objectifs de l'éducation sexuelle, c'est favoriser le respect de la diversité sexuelle. C'est quoi la diversité sexuelle? C'est toutes les perversions, cherchez pas. La diversité sexuelle, c'est l'acceptation de toutes les perversions. Alors, favoriser le respect de la diversité sexuelle et des différences entre sexes, on n'a pas besoin de là, ainsi que la prise de conscience de l'identité sexuelle et des rôles socialement associés au genre. Et c'est ça, on y vient, le transgenrisme, c'est de dire... On a les comportements du sexe assignés à la naissance en fonction de pression sociale, de ceci, de cela. Il n'y a pas de nature féminine ou de nature masculine. C'est eux qui le disent. En fait, alors je reprends leur terme, la diversité sexuelle, c'est l'introduction de l'homosexualité dans les normes. C'est clair, c'est ça qu'ils veulent, hein, la diversité sexuelle. Alors, des études, je ne peux pas vous les développer ici, mais je suis sûr de mon coup, des études disent que l'homosexualité concerne moins de 5% de toute population. Alors, si on pouvait foutre la paix aux 95% restants, ça serait pas mal. Les différences entre les sexes n'ont pas besoin d'être enseignées à l'école. Je vois pas l'intérêt. Je veux dire, apprendre à lire, à écrire, à compter, ça serait déjà pas mal. La critique des rôles socialement associés au genre est de l'idéologie. C'est de l'idéologie du genre. Il n'y a aucune caution scientifique sérieuse qui étaye ces prétendus rôles socialement assignés au genre. C'est de l'idéologie pure et dure. Et l'idéologie, ça va, ça vient. Les rôles socialement attribués aux personnes relèvent de la culture et de la civilisation. Et de quel droit la remettons en cause ? Si effectivement c'est la culture et la civilisation qui assignent à la mère le rôle nourricier, de quel droit voulez-vous le changer? Eh bien, entre 4 et 6 ans, on va apprendre, et là c'est l'OMS qui parle, on va renseigner l'enfant sur la reproduction humaine, à 4 ans c'est le moment, la consolidation de son identité sexuelle, à 4 ans, la masturbation et le plaisir et la satisfaction à se toucher. Et je vous garantis que les mômes qui n'y avaient pas pensé, on leur montre. J'ai vu des films. Les différentes conceptions de famille. C'est quoi des différentes conceptions de famille qu'on va enseigner aux gosses? À part qu'il y a des familles avec 2 papas et 2 mamans. Ce qui n'a jamais existé. On a un seul père, une seule mère. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Maintenant, il y a des familles à 3. On a des troubles. Attendez. Puis pourquoi que 3 d'ailleurs? On pourrait dire 12, 15, hein, tant qu'on y est. Bon, on va y retourner, hein, parce que les anciennes sociétés matriarcales, c'était ça. Hein. Alors, les différentes conceptions de famille, c'est la validation du mariage pour tous, hein, c'est pas autre chose. Et les abus, on va parler des abus, on va enseigner aux enfants les abus. Certaines personnes peuvent s'avérer violentes. Alors, s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus. Associer abus à violence, ça veut dire que s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus. Vous voyez où ils veulent en venir, là? Vous les voyez venir, là? Et c'est l'introduction de l'idée du consentement. Il n'y a pas eu violence, monsieur le juge, elle était d'accord.
Ah ben s'il était d'accord, il n'y a pas eu viol. Elle avait 4 ans, bah oui, mais elle n'a pas dit non. Ah bah, puisqu'elle n'a pas dit non, puisqu'il n'y a pas eu violence. C'est pas ça, c'est pas vers ça qu'on va là. Il parle des relations entre personnes du même sexe et le respect des différentes normes en matière de sexualité. Mais attendez, c'est l'homosexualité, c'est pas autre chose. Qu'est-ce qui nous joue là? Ils sont en train de promouvoir l'homosexualité par tous les moyens disponibles. Mais quel est l'intérêt de promouvoir l'homosexualité? Expliquez-moi. Quel est l'intérêt de promouvoir l'homosexualité? Il n'y aura plus d'enfants. Non, de toute façon, promouvoir l'homosexualité, est-ce que ça va rendre les gens homosexuels? Moi, tu peux toujours me promouvoir tout ce que tu veux. Tu n'y arriveras pas. Hein. Et alors, on va développer aussi la conscience de pouvoir choisir mon corps m'appartient. Tiens donc, mon corps m'appartient. Sauf quand il s'agit de... Hein, là, c'est... Hein, je développe? Oui. C'est pas la peine, vous avez compris? Si? Mon corps m'appartient, sauf quand je ne veux pas me faire picouser. Bon. Le corollaire de mon corps m'appartient, c'est j'ai le droit de dire non. Eh bien, le corollaire de j'ai le droit de dire non, c'est j'ai le droit de dire oui. Sinon, ça ne s'appelle pas un non. Un non obligatoire n'est pas un non. Il n'y a de non que s'il y a la possibilité de dire oui. Donc on inculque aux gosses que s'ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de dire oui. Et le respect des différentes normes en matière de sexualité. À 5 ans, je vous ai lu le truc entre 4 et 6 ans là. Le respect des différentes normes en matière de sexualité. Vous imaginez les bambins là? On va gaver avec ça. Et tout à l'avenant, un catalogue de perversion de l'innocence des enfants par l'intrusion du sexe dans la classe. Alors, d'où vient cette aberration? Il y a une source à tout ça. C'est le rapport Kinsey, qui a écrit en 1948 « Children are sexual from birth ». Les enfants sont sexuels dès la naissance. Alfred Kinsey est né en 1894 aux États-Unis. C'était un pédéraste, un obsédé sexuel, un partouzeur, un menteur, un escroc et un manipulateur, marié avec des enfants. La couverture était excellente. Et tout le reste était vrai aussi. Faites-moi confiance, on connaît Louis Titi. Il a consigné les impressions de maniaques qui ont violé des centaines d'enfants et dont les témoignages serviront à affirmer que les enfants sont sexuels dès la naissance. Les hurlements, les évanouissements, les pleurs convulsifs ont été répertoriés comme des orgasmes. Ce type était un fou et un pervers, mais il était couvert par la CIA et par l'Institut Rockefeller. Il écrit « Il y a bien sûr des cas d'adultes qui ont causé des blessures physiques aux enfants avec lesquels ils ont tenté d'avoir des rapports sexuels. Mais ces cas sont minoritaires et le public devrait apprendre à distinguer ces contacts délétères des autres contacts avec les adultes qui ne risquent pas de nuire à l'enfant si les parents de l'enfant ne s'inquiètent pas. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des enfants qui ont eu des rapports sexuels avec des adultes vont mal, c'est à cause de leurs hystériques de parents qui ne sont pas d'accord. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est l'inquiétude des parents qui crée le dommage. Éloignez donc ces gens-là des enfants. Vous voyez ce qui se dessine là? Eh bien en France, en décembre 2012, le pédopsychiatre Marcel Ruffo a pris en ligne la mère d'une jeune femme qui se plaignait d'avoir été abusée vers l'âge de 3-4 ans par un adulte qu'elle nommait. Quelle foi pouvait-on accorder à un tel récit? La mère de la jeune femme interrogea le spécialiste qui dit « L'immense majorité des enfants abusés vont bien. » Pardon? Pardon? À distance après le sévice. Elles ont bien sûr des craintes un peu précises, mais elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle et professionnelle, répondit l'homme de l'art. Attendez, ça c'est... Là, je vais pas tomber dans les pommes, mais je me retiens de hurler, là. Les enfants victimes d'abuseurs vont bien dans leur vie amoureuse, professionnelle, sociale. Il est malade. Et que propose le pédopsychiatre pour remettre en ordre le psychisme dérangé de cette jeune femme qui a tout inventé? Ah bah oui. Il dit, la première chose à faire, c'est de vérifier auprès de la personne citée les choses, de dire, voilà, notre fille dit ça, qu'en penses-tu? Ah ben c'est pas bête. On a un môme violé, on va aller voir le violeur en disant, c'est vrai ce qu'elle raconte, cette petite salope? Et il va dire, oh ben non, c'est pas vrai, alors tout va bien. Non, mais attendez.
Allez interroger l'abuseur d'une enfant de 3 ans pour lui demander s'il a bien commis le crime des crimes, et s'il dit non, il faudra le croire. Alors il y a eu une levée de bouclier et de plainte contre le docteur Ruffo. On va passer à un autre. En France. Je reviens à Kinsey. Il est difficile de comprendre pourquoi un enfant, à l'exception de son conditionnement culturel, devrait être perturbé par le toucher de ses organes génitaux ou perturbé encore plus par des contextes sexuels spécifiques. Alors, je vous signale que ce monsieur qui écrit ça, il est le père de la révolution sexuelle mondiale et toutes ses recherches inspirent l'ONU, l'UNESCO, tout est inspiré par Kinsey. C'est lui l'alpha et l'oméga de toute cette politique. Tout remonte à Kinsey. Il a été le promoteur de l'homosexualité, de l'inceste et de la pédophilie. Pour lui, tout ce qui fait jouir est bon. Et il n'est pas bête, il a trouvé que ça faisait plaisir, donc c'est bon, puisque ça fait plaisir. Tout va bien? Hein? Quoi, vous aimez pas ça, vous? C'est ça? Homophobe? La révolution sexuelle, c'est lui. Tout ce qui est la sexologie, tout ce qui est sexologie se réfère à lui. Et derrière lui, la CIA, l'Institut Rockefeller et le pornographe Hugh Hefner. Et où retrouve-t-on tous ces gens? Dans le nouvel ordre mondial qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Aujourd'hui, on a inventé les droits sexuels, dont j'ai fait ce petit bouquin, de l'Institut International Planned Parenthood Federation, c'est-à-dire la Fédération internationale du planning familial. Donc, cette déclaration des droits sexuels valide la théorie du genre qui dit qu'on peut choisir son sexe et qu'on peut en changer. Tout le monde se réclame de lui. L'homosexualité est promue absolument partout, y compris par chantage au tiers-monde. Alors vous avez des pays africains à qui on a dit « Vous voulez des aides au développement? Eh bien vous allez valider le mariage homosexuel. » Et vous savez ce qu'ils ont répondu? « Gardez votre argent. Gardez votre argent. Chez nous, pas de ça. » Je ne sais plus quel pays c'était, mais plusieurs pays africains ont réagi comme ça. Avant Kinsey, dans l'Amérique d'avant Kinsey, le sexe vivait dans le couple marié. Personne n'en parlait, ça ne regardait personne. Ça relevait de l'intimité du couple légitime. Point. Depuis Kinsey, le sexe est une activité de loisir déconnectée de la reproduction, du couple et même de l'intimité, et ça concerne désormais les enfants. Depuis la naissance. Savez-vous que les minorités sexuelles sont des minorités réputées persécutées? Ah bah oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait toutes ces campagnes contre l'homophobie, parce que les homosexuels sont réputés persécutés. Alors, l'UNICEF, qui est l'Agence pour l'enfance, est partie prenante de ces programmes de promotion de l'homosexualité. L'UNICEF promeut partout la lutte contre l'homophobie dès les plus petites classes. Alors je vais vous citer un magnifique, quelques mensonges historiques concernant la persécution des homosexuels. En octobre 2014, Anne Hidalgo a inauguré une plaque à Paris en la mémoire de Dio et le Noir. Et une plaque, qui a été toute une cérémonie, enfin j'ai suivi ça, je me suis marré, parce que je connais l'histoire, mais alors, par cœur, je connais l'histoire de Dio et le Noir, je la connais par cœur. Alors ils ont fait une plaque à Paris en disant « Bruno le Noir et Jean Dio ont été brûlés vifs publiquement le 6 juillet 1750 à 17h pour le seul crime d'homosexualité. Il s'agit du dernier couple exécuté en France pour cette raison. » Et en mémoire de ces deux braves gens, qui s'aimaient tellement, c'était de l'amour. Ah oui, sinon, c'était quoi d'autre? Qu'on leur a fait une plaque. Alors, et la plaque, ils ont été obligés, ça fait 3 fois qu'ils la déplacent, parce qu'ils n'arrivent pas à la garder en place. Ils vont être obligés de l'accrocher en haut d'une tour, parce que, enfin bref, il n'y a pas moyen. Et là, moi, je connais l'histoire de Dio et le Noir. D'abord, ils ont été brûlés morts et pas brûlés vifs, et croyez-moi, c'est pas le même tarif. Si vous voyez ce que je veux dire. Deuxièmement, c'était pas un couple, ils venaient de se rencontrer. Un couple, c'est pas ça. Et ils ont été arrêtés non pas pour cette sodomisée en privé, mais en public. Quand on fait ça dans la rue, on court des risques, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, si ça avait été un homme et une femme qui faisaient la même chose au même endroit, c'était le même tarif. C'est-à-dire, c'est pas l'homosexualité qui est en cause, si vous voyez ce que je veux dire.
Et en plus, et là je connais bien le contexte, parce que s'il y a un truc que je connais, c'est vraiment cette période-là. J'ai écrit mon livre La Marche Rouge sur ce qui se passait en 1750 à Paris. La police enlevait des enfants, les parents étaient complètement affolés, et la rumeur disait, c'est les autorités qui enlèvent les enfants. Et la rumeur était tout à fait justifiée, c'était bel et bien les autorités qui enlevaient les enfants. Donc ordinairement, quand on prenait des homosexuels comme ça, qu'est-ce qu'on faisait? On les emmenait à Bicêtre, on les fouettait d'importance, on leur fichait la trouille, on leur disait, vous voulez ressortir, ben vous allez nous indiquer vos petits copains, et vous allez... Ils servaient d'appât, et ils servaient c'était la police des mœurs, quoi. Bon, je crois que ça se fait encore maintenant. Mais cette année-là, précisément, ils les ont exécutés. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait la foule en furie qui disait, on enlève nos enfants. Les juges ont dit, bah, attendez, ceux-là, on va faire un exemple, on va calmer la populace. Et dans un autre contexte que celui de la Marche Rouge, c'est-à-dire de cette révolte de parents contre les enlèvements d'enfants, ils n'auraient jamais été exécutés, jamais. Les gens ne comprenaient pas, ils disaient, mais pourquoi ils les ont exécutés? Ça se fait jamais, ça se faisait jamais d'exécuter des homosexuels. Non, attendez, les homosexuels, attendez, j'ai une information. L'historien Maurice Levert dit que sur 650 000 habitants à Paris, il y avait 25 000 sodomites. Il n'y avait pas 25 000 bûchers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils étaient surveillés au même titre que les prostituées, ils étaient indicateurs de police, parce que c'est comme ça que ça se passe encore. Ils n'ont fait l'objet d'aucune recherche privée ni aucun harcèlement. On ne pourchassait pas les homosexuels pour aller voir qui était homosexuel. On refusait que ce soit public, point barre, et surtout qu'ils fassent les sorties des écoles. Parce que c'était ça le problème, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la sodomie de groupe ou public était réprimée. Ben oui, mais entre homosexuels ou entre hommes et femmes aussi, tout pareil. Tout pareil. Il y a eu 7 exécutions dans le siècle. Les 2 seuls qui l'ont été pour sodomie, entre adultes consentants, c'est Dio et Lenoir. Ça méritait une plaque. Alors il y a aussi une autre affaire d'homosexuel qui a été brûlé. Vif, non, mort aussi, pareil. Toujours sur le même principe. Vous savez, le bûcher, c'est pour impressionner. Donc, il y avait en général ce qu'on appelait un retentum dans un jugement. En bas du jugement, retentum, petit coup de... Vous savez, le gars était étranglé, le bourreau, avant d'allumer, il étranglait le patient qui tournait de l'œil et on brûlait un cadavre, quoi. Encore qu'il paraît que celui dont je vous parle, il a sursauté, donc il n'était peut-être pas tout à fait mort. Mais le principe, c'est qu'on va impressionner le peuple avec un gros bûcher, mais qu'on tue le type avant, quoi. On le tue avant. Donc en 1726, il y a un certain Benjamin Deschauffour qui a été brûlé en place de Grève, il paraît. Alors écoutez ce que dit Dominique Fernandez en 1978. Alors lui, c'est un grand homosexuel devant l'éternel, hein, Dominique Fernandez. Je crois qu'il est mort maintenant. C'est un écrivain homosexuel qui a vraiment promu enfin bon, il était édité chez Grasset. Il écrit: une chaîne ininterrompue nous unit à Étienne Benjamin Deschauffour, qu'on brûle à vif sur la place de Grève et dont les cendres furent dispersées au vent pendant que ses biens étaient acquis au roi. Une chaîne ininterrompue nous unit, c'est extraordinaire. Nous, les homosexuels d'aujourd'hui, une chaîne nous unit à Benjamin Deschauffour. Alors, je vais vous raconter le pédigré de Benjamin Deschauffour. Alors, il a été brûlé mort, comme les autres, et il était grand bougre de son métier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il sodomisait des mômes, et puis il les vendait. Il enlevait des enfants, il les vendait à des clients. Il est coupable de sodomie sur des enfants enlevés et commerce de sodomie, meurtre et mutilation. C'était un pédocriminel de réseau. On a retrouvé des clients jusqu'en Pologne de Benjamin Deschauffour. Alors on aimerait bien que Dominique Fernandez nous dise ce qui l'unit véritablement à Étienne Benjamin Deschauffour. Alors les 2 seuls sodomites qui ont été exécutés dans le siècle, c'est Dio et Lenoir dans les conditions que je vous ai dites. Alors il faut arrêter avec la persécution historique, d'accord? Donc toutes les affaires de répression de l'homosexualité sous l'Ancien Régime sont des affaires autres. Les gens n'ont jamais été... Alors, il faut comprendre quand même que c'est pas ce qu'on disait. C'est-à-dire que dans le jugement public, on disait pour crime de... Parce qu'on ne voulait pas, les autorités ne voulaient pas dévoiler au public l'intégralité de crimes aussi atroces. Et Benjamin Deschauffour, j'ai lu son procès, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. C'est épouvantable ce qu'il a fait, ce type, c'est épouvantable. Les parents hurlant, c'est insoutenable. Mais au moment de son exécution, on a dit,
crime de sodomie. Et comme les gens ne savaient même pas ce que ça voulait dire, ça passait comme ça. Puis après on arrive, les malheureux. Voilà. Alors, il y a une autre raison de promouvoir la lutte contre l'homophobie, c'est le taux aberrant de suicide chez les homosexuels. Ça, c'est affreux, ça. Alors, l'heure est grave. L'heure est grave. Écoutez l'inénarrable Madame Belkacem, en visite dans un collège du Loiret en 2012. Elle est en charge des droits des femmes. Elle déclare à des adolescents, et je l'ai vu parce que ça a été filmé. C'est la même chose d'être hétérosexuel et d'être homosexuel. Il n'y a pas une situation des deux qui soit anormale. Non, c'est pas extraordinaire. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que les orientations sexuelles sont différentes. Certains sont homosexuels et d'autres sont hétérosexuels. Et comme on voit le film, les gosses, ils font... Ils sont bouche bée. Et le directeur de l'école passe par derrière Lisa. Écoutez ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est quoi l'éducation nationale, là? 2 ans plus tard, le 26 août 2014, le ministre de l'Éducation nationale, en remplacement d'un Vincent Payon... Oh, remplacement, quoi donc? Oui, dira « La lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, public comme privé, doit compter au rang de vos priorités. Oh. Je souhaite ainsi que vous accompagniez et favorisiez des interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes. » C'est toutes les associations LGBT. Les associations qui luttent contre les préjugés sont des associations militantes. Dès lors que la qualité et la valeur ajoutée pédagogique de leur action peuvent être établies. Établies par qui? Établies par qui? En janvier 2016, la chaîne publique FR3 Limousin a filmé l'intervention bénévole, c'est beau, de 2 militants de SOS Homophobie venus expliquer aux adolescents l'importance de l'enjeu. Le commentaire de FR3 Limousin: chaque année, 30% des homosexuels de 16 à 25 ans essaient de se suicider. Un homosexuel sur 3 essaie de se suicider. Alors là, écoutez, si c'est vrai, il y a vraiment un enjeu, là. On ne peut pas laisser faire ça, on est d'accord. Si c'est vrai qu'un homosexuel sur 3 essaie de se suicider, il faut faire quelque chose. Sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on lit « Des études concluent que l'attitude hostile envers les homosexuels, c'est-à-dire l'homophobie, est responsable d'un taux de suicide accru chez les jeunes qui en sont victimes. Il faut donc lutter contre l'homophobie et toutes les autres phobies répertoriées. » Ah, ça se précise. 2 études ont été retenues, celle de SOS Homophobie, qui est une association militante, et celle d'un collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France. Organisations militantes aussi, qui sont juges et parties. Donc on ne peut pas les croire. Attendez, ce n'est pas une source. Il nous faut une source officielle. Ah, on a une étude de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, organisme de veille sanitaire du ministère de la Santé, pour aborder ce thème du suicide des jeunes homos. Qu'est-ce qu'ils disent? Des travaux menés à l'étranger puis en France ont mis en évidence des prévalences de suicides plus importantes dans la population lesbienne, gay et bisexuelle et identifié la discrimination comme un facteur associé à une importante souffrance psychologique qui peut se traduire par des tentatives de suicide. Alors on n'est plus à 1 sur 3 là. C'est quoi? Il s'agit d'une étude qui ne cite ni chiffres absolus ou même relatifs, ni date d'enquête, ni échantillonnage de population, et dont les résultats se résument à un vague « peut se traduire par des tentatives de suicide ». Pas par des suicides, des tentatives de suicide. Alors avec ces approximations-là, allusives, on explique que l'homophobie tue, on voudrait savoir quel jour, quelle heure. Il faut lancer de gigantesques et coûteuses campagnes nationales dans les écoles, d'accord, dans les écoles, dans les médias, en direction des étudiants, mais aussi des élèves, et jusqu'aux plus petits. Vous vous rendez compte sur quoi ils sont? Eh bien, j'ai trouvé d'autres sources que françaises. Les enquêtes internationales menées en population générale confirment l'existence d'un risque plus élevé de tentatives de suicide parmi les minorités sexuelles en comparaison des hétérosexuels exclusifs. Où? Quand? Comment? Combien? Source? Rien. Des allégations. Si les jeunes homosexuels sont plus souvent tentés par le suicide que les autres, comment prouve-t-on que c'est l'homophobie qui en est la cause? Incidemment. Et ça, c'est marqué nulle part. Un rapport a été remis au ministre de l'Éducation nationale en juin 2013. Le mal-être à l'adolescence, souvent ordinaire à cette période de la vie, est particulièrement accentué chez les jeunes homosexuels, gays et lesbiennes.
Il peut être la cause principale de l'échec scolaire et de comportements à risque, voire conduire au suicide. Ce mal-être provient souvent des LGBT-phobies, rejet des personnes homosexuelles ou de l'homosexualité dont ces jeunes sont parfois victimes dans le cadre scolaire, familial, social en général. C'est-à-dire que le rapport le plus officiel sur le sujet convient que le mal-être des jeunes homosexuels peut être la cause principale, peut-être, c'est donc pas sûr, de comportements à risque dont le suicide. Et que cela provient souvent, mais pas toujours, des LGBT-phobies dont ces jeunes sont parfois victimes, mais parfois seulement. Pour résumer, les jeunes homosexuels sont mal dans leur peau au point que certains d'entre eux se suicident et la raison provient, le cas échéant, occasionnellement, du rejet que leur expriment parfois leurs camarades ou leurs proches. Bon, ça, on va arrêter là. On va arrêter là. Alors, il y a eu quelques travaux sérieux quand même qui ont été faits sur le sujet. Une enquête menée en 2011 dans une école de droit californienne, le Williams Institute. Environ 3,5% des adultes se considèrent comme homo ou bisexuels et environ 0,03% comme des transgenres. La répartition entre bi et homosexuels donne 1,8 au premier et 1,7 au second. Ce qui laisse le modeste chiffre de 96,5% de la population qui n'est pas concernée par les troubles et les émois d'une sexualité anormale. C'est cette majorité qui est visée par les campagnes de sensibilisation à l'homophobie et au drame du suicide des jeunes homosexuels. Suicide dont on ne connaît ni le chiffre, ni la source. Mais il est impératif désormais d'éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire, à l'école primaire, avant 10 ans. Rapport de Michel Techenet, publié sous l'égide du syndicat, alors attendez, là je suis tombé de l'armoire, le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles, le SNUIPP, affilié à la FSU. Ce syndicat d'instituteurs écrit « Les équipes d'école doivent prendre conscience de la nécessité d'agir très tôt pour combattre les stéréotypes, les comportements discriminatoires et pour que ne se fichent pas dans les esprits les convictions d'une hiérarchie des êtres et des sexualités. » Des sexualités. À l'école primaire, par l'institut là. Programme. L'école primaire a un rôle éminent à jouer pour éduquer, prévenir en utilisant les différentes entrées dans les apprentissages. Questionnement des stéréotypes de genre. Petite fille, le rose, le petit garçon, le bleu, la petite fille, la poupée, le petit garçon, le tracteur, vous voyez le truc. Questionnement des stéréotypes de genre, les relations amoureuses et les différents types de familles, notamment par le biais de la littérature de la jeunesse, l'éducation affective et sexuelle. C'est un rapport qui valide la théorie du genre, qui n'existe pas selon Mme Belkacem. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour elle a dit « La théorie du genre, elle n'existe pas ». On l'enseigne partout, mais elle n'existe pas. Bref. Pour Michel Techenet, les études de genre nous enseignent aussi, alors attendez, là vous allez en entendre, mais attendez, les études de genre nous enseignent aussi que l'hétérosexualité, loin de découler du sexe biologique ou de l'identité sexuée, n'est pas la forme naturelle de la sexualité, mais la forme dominante, au sens où le système social la produit, la légitime et stigmatise et infériorise socialement celles et ceux qui s'en écartent, c'est-à-dire que l'hétérosexuel stigmatise l'homosexuel, vous avez compris ça ? J'espère que vous n'allez pas dormir cette nuit. Hein. Vous vous rendez compte? Stigmatiseur. Puis stigmatiser, c'est pas bien. C'est mal. L'école doit donc ouvrir un espace pour que s'exprime une parole positive sur les relations amoureuses, y compris entre personnes du même sexe. Ah ben, on a compris, hein. On a compris à quoi sert l'école. Vous avez encore envie d'envoyer vos enfants ou petits-enfants en classe, vous? Attendez. L'objectif est de faire rapprocher par tous les élèves la légitimité et la réalité de relations amoureuses homosexuelles, quelles que soient les idées reçues de chacun. Alors, là, ils disent relations amoureuses. Il y a d'autres moments où on ne parle même pas d'amour. Hein. Croyez-moi, le mot est trop gros pour être prononcé. Donc, pour lutter contre un taux de suicide imaginaire, on a tout renversé. C'est la norme qui est devenue perverse. Ben oui, puisque je vous dis que les hétérosexuels, ils stigmatisent les homos. Hein? Pas bien de stigmatiser. Alors, selon la sexologue Laura Beltran, elle est sexologue. Moi, quand j'entends sexologue, maintenant, je sors mon revolver, que je n'ai pas, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Selon la sexologue Laura Beltran, le rôle de sexe, caractérisé par une forme par une forte hétéronormativité, c'est génial, participe de la construction des adolescents .e.s, les adolescentes et .e. Alors, je vais vous le lire .e.s, parce que sinon c'est pas drôle.
qui vont chercher à s'affirmer en tant que fille ou garçon selon une norme sociale bien établie. Ainsi, les homosexuels .E.S vont être considérés .E.S comme des individus en marge et seront donc victimes de fortes discriminations. C'est-à-dire que les homos sont victimes de l'hétéronormativité et un sexologue vient de découvrir le rôle des sexes, que le rôle des sexes est hétéronormé. Ils sont magnifiques. Elle a dû faire des études brillantes pour arriver à des... On a raison d'en rire. Attendez. Pardon ? Il y en a, ils ne savent pas quoi faire, ils s'inventent du travail. Non, mais les études en sexologie, c'est validé par l'université. Hein. Moi, j'ai déroulé, je ne vous cite pas l'université parce que je ne veux pas avoir d'ennui, mais j'ai déroulé tout le programme de sexologie d'une grande université parisienne. Je n'en revenais pas, quoi. Alors, l'homophobie est un crime condamné par la loi. Vous êtes d'accord ? Homophobe, c'est pas... Si vous tuez votre voisin, c'est pas grave, sauf s'il est homo. Hein. Alors, je vous explique. La loi contre l'homophobie s'appelle la loi Nouchet. C'est une loi qui date de 2004. Sébastien Nouchet était un homosexuel qui a été brûlé vif en 2004 uniquement parce qu'il était homosexuel. Alors là, ça fait quand même un gros fait divers dégueulasse. Le gars, il est brûlé vif parce qu'il est homosexuel. Il faut faire une loi ou il faut simplement arrêter le gars? C'est ce que je veux dire. Parce que... Ah bah oui, c'est en région parisienne. Un cas d'homophobie sordide qui conduit en prison un jeune homophobe. Ah, on l'a attrapé celui-là. Le garde des Sceaux, Dominique Perben, a dit « J'ai été bouleversé par ce qui était arrivé. » Ah bon, on comprend. Alors, à tel point qu'il a présenté un projet de loi adopté le 30 décembre 2004, la loi contre l'homophobie, ou loi Nouchet, hein, du nom du... Comment il s'appelait? Sébastien. Cette loi, dit Perben, c'est au fond quelque part la loi Nouchet pour faire prendre conscience à chacun qu'il est hors de question de s'en prendre ainsi comme ça à des minorités, quelles qu'elles soient. Ouf! Seulement voilà, je vais vous expliquer la suite. L'agression dont fut victime Sébastien Nouchet n'était sans doute pas homophobe, puis c'était sans doute pas une agression non plus. L'agresseur du malheureux Nouchet a été relaxé. Il n'y a même pas eu d'agression et il serait brûlé tout seul. Ben, on va quand même pas arrêter la loi pour autant. Ben, la loi est passée, elle porte toujours le même nom. Alors désormais, agresser un homosexuel est définitivement plus grave qu'agresser un hétéro. On peut savoir pourquoi, au fait. Je veux dire, je peux brûler mon voisin tant qu'il n'est pas... Attendez, mais vous vous rendez compte? Et ces gens-là nous gouvernent. Alors, on fait désormais la promotion à l'école de toutes les pratiques sexuelles les plus déviantes. Alors moi, je vous enverrai, il faut que j'envoie ça à notre ami, je vous enverrai des liens d'un site absolument abominable qui a été fait par des parents qui reprennent tout ce que l'école enseigne. C'est école et sexe, ou un truc comme ça, écoleetsexe.com, un truc comme ça. Je ne l'ai pas repris ici parce que voilà, j'en ai terminé, mais des sites existent où vous retrouvez tout ce qui se joue à l'école. Et un jour, j'étais avec une copine, on participait à je ne sais plus trop quoi dans le cadre d'une école, et enfin, une école avait prêté ses locaux, et on a vu ce qu'il y avait marqué sur le tableau d'affichage. On a dit, on va tout arracher, c'est juste pas possible. Le numéro de la ligne Azur, c'est, vous êtes homosexuel et vous avez des problèmes, appelez la ligne Azur, c'est, tu préfères comme ci, tu préfères comme ça, tu prends des drogues, tu prends pas des drogues, tu fais ça tout seul, à deux ou à plusieurs, enfin, hallucinant, c'est de la promotion de toutes les perversions. Donc, moi je vous propose qu'on se réveille. Parce que là c'est excessivement grave. Il s'agirait peut-être de rappeler que le sexe, ça sert à reproduire la vie et pas à jouer avec. On n'a pas un sexe pour faire joujou. Hein? Et on ne se reproduit pas, on reproduit la vie à deux. Et le plaisir qu'on y trouve, bah, c'est le cadeau que le bon Dieu nous a fait pour qu'on le fasse. Parce que s'il n'y avait pas de plaisir, effectivement, la vie ne se reproduirait pas. Alors, il ne faut pas confondre le moyen avec le but. Le plaisir est un moyen, ça n'est pas un but. Si on n'avait pas de plaisir à manger, on mourrait de faim. Et si on n'en avait pas à faire des bébés, la race s'éteindrait. Alors, on va remettre les pendules à l'heure. Et puis, on va faire taire tous ces malades. Vous savez, l'intérêt de faire des vidéos, pas seulement des conférences, c'est que sous les vidéos, après, on donne les liens. Et les gens remontent les liens.
Et je tiens absolument à ce que vous ayez connaissance des différentes... Alors j'en parle dans ce livre, je donne beaucoup de références ici, il y a énormément de références, mais c'est plus pratique quand on appuie sur un bouton, quand on est obligé de recopier un site. Mais les pratiques sexuelles promues à l'école, c'est une épouvante. J'ai dit, moi je regarde pas, moi je détourne les yeux. Parce qu'on dit, mais enfin c'est dégueulasse, et on montre ça à des petits. Et vous savez, on leur casse le cerveau à ces gosses. On leur casse le cerveau. Mon amie Judith Reisman, qui est décédée maintenant, c'est elle qui a mis à jour l'escroquerie Kinsey, ça a été le combat de sa vie. Elle a fait des études sur la destruction des neurones des petits face à partir de ces horreurs. Il faut arrêter là. Il faut les arrêter là maintenant. Et croyez-moi, l'obsession de Papendiaï en disant il faut absolument, ça fait 20 ans qu'ils disent qu'il faut absolument. Ils n'y arrivent pas. Faut déjà arrêter de promouvoir l'homosexualité. Attendez, il y a vraiment un problème avec ça. Il faut arrêter de promouvoir l'homosexualité. On n'a pas à parler de sexe déjà aux enfants. Il faut faire rentrer le sexe dans la sphère privée. Voilà. Un homosexuel, s'il est opprimé, c'est parce qu'il s'est vanté d'être homosexuel et il n'a pas à s'en vanter. Et personne n'a à se vanter de sa sexualité, c'est tout. Il faut faire rentrer la sexualité dans la sphère privée d'où elle n'aurait jamais dû sortir et d'où elle est sortie par l'intermédiaire de Kinsey. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire dans les grandes lignes, si vous voulez, au niveau mondial, c'est ordonner une enquête sur le rapport Kinsey. Ça n'a jamais été fait. Jamais aucune enquête, Kinsey sert de référence partout, jamais aucune enquête n'a été faite sur les rapports Kinsey. Et une fois qu'on aura commencé l'enquête, on est susceptible de, si on réussit à obtenir cette enquête, à partir des résultats qu'on y trouvera, parce que ça c'est absolument hors de doute que c'est ce que je vous ai dit, de retomber sur nos pieds et de faire retourner le sexe dans la sphère intime d'où il n'aurait jamais dû sortir. C'est tout. Alors, pourquoi est-ce que Kinsey a fait ces rapports et pourquoi est-ce que la CIA l'a payé à le faire? Eh bien, le but, c'était le nouvel ordre mondial. C'est la destruction des sociétés. La destruction des sociétés. Et la destruction des sociétés par la destruction des religions. J'ai lu des textes, parmi tous ces textes émanant des Nations Unies, j'ai lu des trucs absolument aberrants. Il faut absolument libérer les jeunes de l'influence délétère, de la morale, de la tradition et de la religion. Ben voyons. Vous vous rendez compte? Ils veulent une sexualité sans morale. C'est quoi une sexualité sans morale? Ça veut dire j'ai envie de tic-tac? Alors avec la gamine qui passe, attendez, c'est un monde de monstres. C'est un monde de monstres. Et Kinsey, il était monstrueux comme ça. Il était ce monstre. Il était ce monstre. Alors je peux vous dire comment il est mort? À force de s'arracher les trucs, il a fini par en mourir. Il se mettait une corde, il mettait une poulie, puis il sautait. Puis un jour... Mais si vous regardez sa fiche Wikipédia, il est mort d'une pneumonie. Ça n'a rien à voir avec... Ben, il n'a pas des poumons là. Non, je parle le conseiller de Macron, Kinsey. Ah non, alors Kinsey, ça n'est pas McKinsey, voilà. Ne pas confondre Kinsey et McKinsey. Et alors, Kinsey comme environnement, c'était le WASP, ce qu'on appelle le White Anglo-Saxon Protestant. C'était un type de société blanche protestante américain moyen, quoi. Mais un pervers. Épouvantable. Et donc c'est suicidé. Ah, bah ils ont quand même trouvé un qui s'est suicidé. Hein. On en a parlé énormément. Oui, mais je regarde jamais la télé. Non, mais la radio partout. Il y avait deux filles et deux garçons qui le harcelaient et qui vont passer au tribunal. Oui. Au tribunal d'enfants. Mais moi je crois que harceler, c'est pas bien en toute hypothèse, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais donc... Parce qu'il y a une petite fille qui s'appelait Marion, elle a été harcelée parce qu'elle était jolie et bonne élève. Et elle est morte aussi. Oui. C'est pas passé en boucle, ça. D'accord. Non, mais attendez, si on laisse les gosses... dans sa sexualité, dans le privé, mais on n'a pas à se vanter d'être... Attendez. D'abord, un môme de 13 ans homosexuel, c'est déjà un môme perverti. On n'a pas de sexualité à 13 ans. On n'a pas à avoir de sexualité à 13 ans. On a les premiers émois, l'affaire est entendue, mais attendez... fais ta version latine, ça te changera les idées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Non mais attendez, moi aussi je rêvais des garçons quand j'étais gamine. Bon bah j'avais quand même un environnement qui me disait fais tes devoirs tout de même. Alors que maintenant c'est ah bah t'as envie, vas-y. Hein? Il n'y a plus de latin à l'école. Hein, c'est dommage. C'est dommage, c'était bien les versions latines. Moi je voulais évoquer aussi dans la lignée de Kinsey toutes les hypocrisies qui sont citées sur notamment le rapport à l'enfance, etc. Madame Sigaud, vous en parlez très bien sur les affaires Matzneff, la gauche qui pendant une période a tenu du pavé avec ces choses-là, notamment également Sartre, toutes ces choses-là, ces choses qui ont été promues dans les années 70. Oui. Voilà, et qui ont été dites haut et fort, ces choses-là. Qui est des gens qui étaient invités dans l'apostrophe avec Pivot notamment, qui ont déroulé le tapis rouge, etc. Et les gens savaient ce qui se passait. Les gens savaient. Il y avait une hypocrisie. Et cette hypocrisie-là, aujourd'hui, elle continue. Et c'est juste plus possible. Je crois quand même que la société est de moins en moins hypocrite. Et c'est ce qui va nous donner la solution. C'est-à-dire que... oui. L'hypocrisie en question, elle est quand même... Regardez, tous ces gens-là, maintenant, ils se cachent plus, quoi. Ils se cachent plus. Ils le disent, il faut apprendre le... C'est ça qui fait que ça va s'effondrer. Enfin, moi, je crois vraiment qu'on se dirige vers un effondrement de ces aberrations, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas plus, quoi. Et eux, ils continuent, mais la conscience est en train véritablement de prendre les gens. Pourquoi est-ce que les parents n'ont pas réagi avant? Mais c'est qu'ils n'y croient pas. Moi, je me bats depuis... Ça fait une trentaine d'années que je me bats sur ces sujets-là, à peu près. Hein. Ça fait même 33 ans, hein, j'ai fait le compte. Hein. J'ai commencé à prendre conscience et à parler de ces choses-là. Au début, les gens me faisaient ça. J'ai des amis, un jour, qui sont partis de chez moi en claquant la porte. En disant, ça suffit d'entendre des conneries comme ça. Là! Puis maintenant, ces gens-là m'écoutent. J'ai même des amis qui m'ont présenté des excuses. Je débarque un jour, je débarque en Israël, je préviens, j'ai dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ils m'ont dit, après, je les ai revus, ils m'ont dit, quand t'es parti, on a dit, elle était quand même sympa, Marion, mais elle est devenue dingue. Vous vous rendez compte? Ils ont cru que j'étais devenue folle parce que je leur racontais ce qui se passait. Et dans la foulée, il y a l'affaire Marc Dutroux qui a explosé. Ils ont dit, mais elle vient de nous le dire. Elle vient de nous le dire. Et moi, je ne la connaissais pas, l'affaire Marc Dutroux. Hein. Je parlais d'autre chose. Mais je parlais de la même chose. Donc, ils sont de plus en plus ouverts, ils sont de plus en plus à ciel ouvert, et c'est comme ça que ça va se retourner. Je pense que quand les parents vont véritablement prendre conscience de ce qui se passe, il y aura du sang sur les murs.